continuons avec les nouveaux services numériques à l'écologie. Anne-Sophie, vous en avez déjà dit un peu quelque chose au tout début de votre intervention sur les investissements durables. Quels sont les nouveaux services numériques à l'écologie qui émergent et qui vous semblent valoir la peine, en tout cas mériter un regard, voire un investissement de la part de la Caisse des dépôts? Le micro. Je pense que le sujet de la donnée reste vraiment essentiel, on l'a déjà dit. En fait, les données apportent la connaissance, permettent d'analyser, permettent de construire des outils d'aide à la décision. Et nous, en effet, côté Banque des Territoires, ça fait déjà longtemps qu'on est sur ce sujet-là pour accompagner les collectivités dans la prise en main de leurs données territoriales. On a publié un guide avec une boîte à outils sur ce sujet, sur la gouvernance de la donnée, avec comme outil, par exemple, un closier type pour permettre aux collectivités d'insérer ce type de clause dans leur contrat avec les délégataires, les prestataires sur leur territoire et avoir bien la main sur leurs données. Et on continue sur le sujet de la donnée. On a encore publié là, récemment avec Open Data France un livre blanc pour donner des exemples en fait, de collectivités qui se saisissent de leurs données. Côté Banque des Territoires, on a vraiment cette vocation d'accompagner les acteurs et de faire des partages aussi d'expériences pour que les collectivités s'inspirent en fait de ce qui est fait aussi par ailleurs. Après, j'aime bien dire que en fait, on avait le débat, je crois, avec quelqu'un hier soir, que finalement le numérique, souvent c'est invisible et donc on n'a pas forcément trop envie d'en parler. Mais j'aime bien dire aussi qu'en fait les données vont rendre visible ce qui est invisible. Et typiquement, pour donner un exemple, sur les réseaux d'eau, par exemple, et ben finalement, en mettant en place des capteurs, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir résoudre les fuites. Donc, on voit bien que la donnée, le capteur, va permettre de rendre visible des choses qu'on ne voyait pas forcément et qu'on n'arrivait pas forcément à résoudre. Autre chose, toujours sur la donnée, on en a parlé, on a un cap de neutralité carbone en 2050. On a des objectifs très ambitieux avec des chiffres dans tous les secteurs. Et comment tracer la route? Comment savoir où on en est? Où sont les efforts où on en est des efforts déjà faits? Quels sont les efforts encore à faire? Donc il y a aussi, les données vont permettre en fait d'alimenter la façon avec laquelle on va atteindre ces seuils. Et pour donner un exemple, si j'ai envie de parler des bâtiments encore, sur l'impact carbone des bâtiments, la réglementation environnementale 2020 impose aussi l'atteinte de seuil à partir de 2025 sur tous les nouveaux projets de construction qui voient le jour depuis 2022. Il faut savoir qu'il y a entre 60 et 90% de l'empreinte carbone des bâtiments neufs qui est liée uniquement aux phases de construction et de démolition des bâtiments. Donc il faut que pour les architectes, les maîtres d'œuvre, etc., ils puissent anticiper suffisamment en amont l'impact carbone des bâtiments, sachant que l'impact carbone va dépendre de la typologie du bâtiment, même de sa forme, de sa conception, s'il y a un certain nombre de murs qui sont face au vent, comment il est designé, et aussi quels sont les matériaux qui sont embarqués. Donc c'est pas simple du tout pour ces acteurs de pouvoir calibrer, anticiper, calculer l'impact carbone du bâtiment qui va être construit. Et donc on a investi dans la boîte Viscab qui permet justement d'accompagner les acteurs dans l'évaluation de l'impact carbone de leur projet. Et elle permet évidemment aussi aux collectivités d'avoir un observatoire de l'impact carbone des projets fonciers sur leur territoire. Voilà, donc je pense à une autre vision de la façon avec laquelle le numérique peut aider aussi de manière plus large à répondre aussi aux enjeux. Et notamment dans ces moments lourds qui sont les moments de conception. Merci beaucoup. Valérie Cabecca, vous êtes vice-présidente du département du Cantal en charge de la solidarité territoriale, de la culture et du développement des usages numériques. Quelles sont vos attentes, vous, par rapport à ce que vous avez entendu depuis hier? On se dit, le numérique peut m'aider
à tracer les fuites d'eau, peut me permettre d'économiser de l'électricité, peut me permettre de mieux gérer mes déchets, etc., etc. Ça paraît extraordinaire. Alors, comment on peut imaginer les circuits courts sans Internet, c'est difficile. Le covoiturage sans Internet non plus. Si vous deviez faire, pas une lettre au Père Noël, mais en tout cas un catalogue de vos envies par rapport à ça, qui articule votre portefeuille d'usage numérique avec sa transition écologique. Oui, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Au niveau du département, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, que ce soit, alors bien sûr, par les différentes collectivités, communes, communautés de communes et le département lui-même. On a envie de faire plein de choses, notamment déjà la première, c'est la collecte et l'analyse des données qu'on peut avoir grâce aux différentes applications et gestion intelligente des données qui sont recensées sur l'ensemble de nos territoires, donc à travers des capteurs ou de l'algorithme, en fait, tout simplement. On le disait, par rapport aux déchets, par rapport au chauffage, par rapport au transport en commun, au covoiturage. Voilà. Au niveau du département, en tout cas, on a déjà énormément travaillé sur la numérisation, sur la dématérialisation des documents administratifs. Ça représente un coût relativement important de travailler là-dessus, mais ça aussi représente une grosse économie puisqu'on a 60 à 70% de notre budget qui est arrivé en moins par rapport à cette dématérialisation des documents administratifs. C'est vrai en ce qui concerne le papier, mais il faut quand même prévoir aussi qu'il y a un coût supplémentaire quand on utilise la dématérialisation et donc les outils numériques, puisqu'il y a un coût au niveau notamment de l'électricité. Mais c'est une source importante, effectivement, d'économie, en tout cas budgétaire, et d'impact environnemental. Au niveau des applications aussi qui sont dédiées, on va dire, à tout ce qui est la participation citoyenne, à la boîte à idées, aux échanges que peuvent nous apporter, que ce soit l'administré lambda, la population, aussi bien les entreprises, les associations, voilà, et essayer d'ouvrir ces applications à un maximum de personnes de façon à ce qu'on ait des échanges sur ce qui est mieux de faire, des idées, voilà, des idées d'évolution en tout cas là-dessus. Et puis sur toute la partie, on va dire, plutôt technique et technologique, donc c'est évidemment la gestion intelligente de l'énergie au niveau des bâtiments. Alors au niveau du conseil départemental, c'est principalement nos collèges, entre autres, bien sûr il y a d'autres choses, mais le coût du chauffage, de l'éclairage, de l'énergie qui est dans ces bâtiments qui sont relativement conséquents, qui sont souvent des années 60, 70 et pas forcément... Qui là, clairement, en termes de conception, n'ont pas du tout été exactement. Là, il va falloir qu'on y retravaille. Je pense que réguler un petit peu, gérer, savoir combien ils consomment, à quel moment et comment on peut améliorer en tout cas notre gestion du chauffage, de l'électricité, de l'éclairage est très important et peut représenter des coûts, une réduction en tout cas considérable de coûts. De la même façon pour les déchets, que ce soit dans les cantines scolaires ou ailleurs dans les entreprises, dans les établissements tels qu'ils soient, scolaires, médicaux ou autres. Aussi la gestion de tout ce qui est covoiturage, véhicules d'entreprise. Au niveau du département, on gère effectivement notre parc, notamment notre parc de véhicules électriques, mais pas que. Par le biais effectivement d'applications et de sites dédiés à la gestion de ces véhicules qui est important aussi puisqu'on encourage bien sûr le covoiturage mais aussi les déplacements les plus propres possibles. Donc toujours pareil, qui peuvent permettre en tout cas de gérer au mieux notre environnement. Côté espace naturel sensible, je me demandais s'il y avait des choses, des dossiers un peu ouverts, parce que la surveillance de la biodiversité est aussi un enjeu, et les départements sont en charge de ce volet-là, notamment à travers les ONS, et puis certaines zones humides aussi. Oui, tout à fait. C'est un gros enjeu pour le département, surtout dans un département comme le nôtre, qui est extrêmement préservé et qu'on souhaite continuer à préserver un maximum. Et effectivement, les ENS, les espaces naturels sensibles, sont tout à fait, en tout cas, à privilégier au sein de notre politique. Alors là, sur le numérique, le volet numérique, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on va dire sur le côté environnemental, c'est très important de continuer, alors notamment à sensibiliser les gens, d'où la participation citoyenne et ces applications de mise à disposition de l'ensemble des partenaires, du public, mais des partenaires. On travaille beaucoup sur les scolaires, avec le public scolaire notamment, parce qu'on se dit que sensibiliser les plus jeunes, ça peut forcément améliorer l'impact qu'ils auront en tant qu'adultes sur notre environnement, et notamment ces espaces naturels sensibles qui sont, on en trouve un peu partout sur l'ensemble
du département, donc qui sont à privilégier, à valoriser et surtout à faire passer l'information, parce que même si on habite sur ces territoires, certains ne connaissent pas forcément, ou en tout cas pas assez bien, en tout cas l'esprit et l'importance de ces espaces, pourquoi on les privilégie, pourquoi cette biodiversité, pourquoi il faut la maintenir et comment on la maintient, parce que des fois, en voulant bien faire, on fait mal. Donc, il est important de travailler ensemble et encore une fois, de sensibiliser les gens. Et là, pour le coup, ça peut être fait à travers le numérique, à tout niveau et à tout moment. Ça, c'est l'avantage de ces outils sur l'environnement, c'est que si à minuit, on a envie de regarder comment marche un espace naturel sensible, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on ait... voilà, que la porte soit ouverte ou d'un établissement en tout cas ou autre. Donc oui, très important. Puis là, on parle effectivement de valorisation numérique de patrimoine naturel, qui font souvent la marque de fabrique des territoires ruraux. Et aujourd'hui, on voit se développer des applis qui permettent en réalité augmentée, quand on visite la montagne, de voir la marmotte à coup sûr, parce qu'elle n'est pas toujours là. Et on met son smartphone, on voit apparaître la marmotte, on a des infos sur la marmotte. Je dis ça, c'est tout bête, mais c'est parce que pour protéger, il faut d'abord connaître. On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc pour un département aussi naturel que le Cantal, c'est un axe, et je sais qu'il y a des travaux, notamment à travers les chemins de randonnée. C'est Calkin qui fait ça, qui est sur la plateforme en face de la Poste, qui pourra vous montrer des choses en ce sens. Merci beaucoup. Merci Valérie. Vous réintervenez comme vous voulez en fonction de ce que vous entendez. Patricia Chauve, vous êtes vice-présidente du Ciel 42, notre invité d'honneur. Et pourquoi d'honneur? Parce qu'on dit tellement de bien de vous dans cette région tout le temps, vous avez tellement de coups d'avance que c'est un peu pénible pour les autres, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et là, vous arrivez avec déjà une proposition, après avoir fait le très haut débit, après avoir fait tout un tas de choses, sur les objets connectés. Et ça s'appelle Rock 42, alors c'est vous qui allez nous en parler. Bonjour à tous, et effectivement c'est un grand plaisir et vous rajoutez beaucoup de pression à cette invitation. Donc pour moi, en tant qu'élue référente Rock 42, de venir partager avec vous notre expérience dans ce domaine, nos choix et ce que ça nous a apporté. Et merci à tous ceux qui sont passés sur notre stand. On a déjà eu énormément de questions sur le sujet et c'est toujours un plaisir et puis rassurant de voir que les gens s'intéressent à ce domaine. Et depuis 2019, nos premières expérimentations, je note que dans les discours ici, maintenant tout le monde connaît ça, tout le monde a déjà des idées sur comment l'utiliser, et vraiment c'est rassurant et ça confirme un peu nos engagements et notre stratégie. Donc Rock 42, c'est le réseau d'objets connectés de la Loire. C'est les objets connectés, un de leurs grands intérêts, c'est une mise en œuvre très simplifiée, puisque ce sont des objets sans fil, qu'on pose. Vous allez donc en voir sur peut-être la prochaine slide. Donc là, vous en avez à gauche, mais il y en avait sur notre stand. Voilà, on veut mesurer dans une classe la qualité d'air, la température, l'hygrométrie, parce qu'on est dans des bâtiments qui sont pas forcément encore tous rénovés. Et du coup, on pose son petit objet, pour peu qu'on ait déjà fait les démarches auprès du Ciel, on a son mot de passe et on va tout de suite aller voir les courbes et voir comment ça s'est comporté dans la journée. Donc, simplifier l'utilisation. Et les intérêts dans la partie transition écologique du bas débit, c'est la basse consommation. Donc un objet dans le protocole LoRaWAN, par exemple un capteur de crue, un capteur de cuve, il va émettre une fois par jour une donnée. Donc c'est vraiment économique, c'est l'antinomie du réseau très haut débit. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. On a choisi, nous, dans la Loire, de dire, comme on l'a fait pour les autres réseaux, le réseau électrique, le réseau fibre, on souhaite une équité sur l'ensemble de notre territoire de l'accès à ce service. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut qu'on équipe l'ensemble du territoire de passerelles pour permettre de collecter les données des objets qui seront posés n'importe où sur notre territoire. Donc aujourd'hui, on a une couverture globale de l'ensemble de la Loire avec 270 passerelles. Chaque objet qui sera posé devrait normalement voir 2 passerelles, ce qui lui permet, si l'une d'elles n'est pas en service, de pouvoir parler à l'autre. Donc voilà, les usages que ça peut permettre. Alors, vous en avez entendu déjà plein dans cette salle.
Merci à Monsieur Rico du SDE 07 par rapport à l'éclairage public. Effectivement, d'arriver à programmer son éclairage public pour faire des économies d'énergie, éviter des déplacements, disposer d'alertes quand ça ne fonctionne pas très bien. La gestion de l'eau, ça a déjà été évoqué aussi. Détection de fuite, relevé de compteur, là aussi on évite que des voitures se déplacent sur les routes, et suivi de niveau. Production d'énergie, donc on est vraiment dans la partie transition écologique et énergétique. Production d'énergie, on avait une petite commune de 200 habitants vivants qui a eu un problème sur son alimentation électrique, et sa production a été stoppée puisque ça avait disjoncté. Elle a eu une alerte grâce à ces objets connectés pour savoir qu'il fallait qu'elle aille remettre en route. Ça peut être utilisé aussi sur la surveillance des crues et sur la viabilité hivernale. C'est par exemple, on a fait une expérimentation sur Noir-Étable. C'est une commune qui souvent a de la neige sur ses routes, et pour éviter qu'on déplace un agent qui prenne des risques et qui émette aussi du CO2, eh bien, on va mettre des capteurs dans la chaussée, des capteurs en hauteur. On va mesurer le point de rosée et on va pouvoir générer une alerte s'il y a risque de gel et envoyer un déneigement. Voilà. Il peut arriver aussi que certains capteurs sont capables, même si sur un réseau bas débit, c'est très rare d'aller dans le sens de l'actionneur, c'est-à-dire qu'on va surtout collecter de la donnée, mais c'est possible aussi de piloter parfois certains actionneurs, donc notamment pour le chauffage. Il existe des radiateurs qu'on peut équiper de façon à dire je veux déclencher, je veux limiter ou je veux stopper mon chauffage. Donc quand on parle de rénovation des bâtiments, c'est long parfois, et les objets connectés vont permettre d'agir assez rapidement, d'une part en surveillance et en simplicité, c'est-à-dire que le capteur, il peut agir, ou on peut simplement, nous on l'a fait sur ma commune, surveiller et se dire, tiens, à l'école, c'est les vacances, ils ont oublié d'éteindre, donc j'envoie quelqu'un et on va éteindre. Donc c'est une phase intermédiaire, ça n'a rien à voir avec une télégestion, mais ça peut permettre sur des petits bâtiments ou en attendant un plus gros projet d'agir tout de même. Donc voilà, beaucoup d'intérêt dans le 42 pour les objets connectés. De fait, on a vraiment choisi de garder notre souveraineté par rapport à la couverture du territoire. Donc ce sont les communes et donc le syndicat d'énergie qui a mis en place ce réseau. Et ça nous permet aussi de garder notre souveraineté par rapport aux données. Comme vous disiez, c'est important. On fournit, en plus du réseau de collecte, une possibilité d'hébergement des données et de supervision. C'est-à-dire que la commune, elle a vraiment pas à gérer tout ça. Mais il y a aussi un autre type d'accès qui permet à des collectivités plus importantes qui disposeraient de serveurs et d'informaticiens et qui auraient déjà tout ça, de simplement utiliser le réseau de collecte. Pour mettre en place donc tout ça, notamment les passerelles, on a été cofinancé par l'Union européenne. On a bénéficié du fonds FEDER, du Fonds européen de développement régional. Et sur la partie financement aussi, on a depuis l'an dernier ouvert notre réseau dans le cadre d'un SPIC aux usages privés. Donc, si par exemple, j'imaginais un agriculteur qui veuille dans son territoire surveiller quelque chose, il existe par exemple, c'est pas pour la sylviculture, par exemple, des suivis de la croissance des arbres. Donc voilà, on est maintenant capable de mettre à disposition ce réseau au secteur privé, à d'autres usagers. Voilà, je suis à l'écoute pour des questions, et encore merci à tous ceux qui sont venus voir nos expériences, et j'espère que ça va beaucoup se développer, qu'on aura à nouveau matière à partager nos expériences. Merci beaucoup Patricia Chauve. Oui, il y avait pas mal de monde sur votre stand. Allez voir ces objets, parce que bas débit, c'est aussi basse consommation.
faut le dire aussi, c'est un appareil qui envoie sa donnée de manière régulière, mais ça consomme extrêmement peu d'énergie. Tout à fait. Un appareil qui a sa pile à l'intérieur a une durée de vie d'une dizaine d'années. Enfin, le choix du matériel, on accompagne les communes, il a aussi son sens. Mais c'est la commune ou la collectivité qui choisit le matériel dont elle a besoin. Merci beaucoup. On continue avec ces histoires de capteurs, parce qu'en fait, on le voit bien, c'est ça, on remonte la donnée. Anne-Sophie l'a bien dit, hein, finalement, on se retrouve ce trésor de la data. L'écologie ou le monitoring écologique, c'est d'abord un ensemble de chiffres. Hein. Quand on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle d'abord de chiffres. Et donc, il faut qu'on mesure. Pour mesurer, il faut capter la donnée. Et avec Géoptis, Jean-Baptiste, il est possible donc aujourd'hui de mettre en place des services vraiment géolocalisés et qui vont nourrir les systèmes d'information géographique des territoires. Alors, on aime bien les cartes dans les collectivités, parfois on les superpose sur les sujets, etc. Mais grâce aux capteurs et à ces données-là, on les dynamise, c'est-à-dire on les met en mouvement, et on peut faire émerger des tendances. Exactement, c'est tout l'objet. En fait, on voit bien ces dernières années, la donnée, c'est plus un outil qui sert à mesurer l'efficacité des politiques publiques. La donnée, aujourd'hui, elle sert à la construire, à la nourrir et à se projeter. Il y a un vrai enjeu au fait de révéler la donnée territoriale, et je rebondis sur l'expression employée tout à l'heure de rendre visible l'invisible. On est exactement dans ce sujet-là. Et mettre ces données au service des politiques publiques répond à une vraie demande des territoires. Une étude qui a été publiée entre le groupe La Poste, auquel Géoptis appartient, et la Banque des Territoires, une note de conjoncture mentionnée, je crois, l'année dernière, que 65% des collectivités territoriales considéraient que les nouveaux usages de la donnée auront un impact sur la gestion de leurs services. Et parmi elles, une cinquantaine de pourcents estiment que ça aura un impact sur la gestion de la mobilité, de l'environnement, de l'énergie, bref, toutes les problématiques sur lesquelles on est en train d'échanger aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu également sur la maîtrise de la donnée territoriale, c'est mettre en œuvre un principe de pilotage stratégique, avoir un constat à santé, un état des lieux, une vision de ce qu'on pourra faire demain, conjuguer le temps court et le temps long, et puis aussi avoir une notion de gestion transversale à la fois entre tous les sujets qui sont adressés, puisque chaque sujet fait écho à l'autre. On touche à un sujet d'énergie, on va avoir un sujet de qualité de l'air, etc. Ça a des impacts joints. Et puis aussi transversalité à travers tous les acteurs, puisqu'il s'agit de mobiliser les élus, les services, les citoyens, et de mettre en route la machine. Alors que vient faire Géoptis là-dedans? On va venir aux objets connectés. L'institution de Géoptis, elle s'inscrit dans celle du groupe La Poste auquel on appartient, et l'objet, c'est de mettre notre savoir-faire autour de la donnée territoriale pour servir les grandes transitions énergétiques, écologiques, démographiques, territoriales, et surtout les collectivités territoriales. Et pour ça, on s'appuie sur deux assets: notre capacité à traiter la donnée territoriale, parfois en collaboration avec les filiales qu'on mentionnait tout à l'heure, que ce soit Sobre, que ce soit Provaillès, de Caposte, mais aussi notre capacité à aller collecter de la donnée. Parce que vous avez un acteur qui est sur le territoire tous les jours et qui le parcourt jour après jour, c'est votre facteur. Et votre facteur, à l'occasion de sa tournée de distribution, que ce soit avec un capteur embarqué sur son véhicule ou avec son smartphone, il est en capacité de collecter de la donnée sur les territoires et à nouveau de rendre visible l'invisible. Des données qu'on n'aurait pas forcément de manière native dans des bases de données peuvent naître grâce à cette collecte opérée par le facteur. Et du coup, pour travailler tout ça, on agit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La collecte de données par le facteur, le fait de structurer cette donnée. Si vous avez une donnée vidéo, vous n'êtes pas en capacité de l'exploiter directement. Il faut aller faire de la reconnaissance d'images dedans pour qualifier la donnée et les éléments d'intérêt qu'on souhaite y repérer. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, le traitement de la donnée pour la valoriser, la faire parler, et puis une plateforme de data visualisation, puisque finalement une donnée, si elle est intelligente mais pas rendue intelligible, elle ne va pas servir à grand-chose. Et l'idée, c'est d'en vulgariser l'usage. Donc, avec notre maison mère, La Poste, on développe tout un tas de solutions en collaboration. Alors, il y en a une qui est historique, celle de Géoptis. Quand on est né en 2017, c'est l'audit de voirie. Et je la mentionne quand même parce que le lien entre audit de voirie et environnement peut vous paraître un petit peu lointain. Mais in fine, quand on optimise l'entretien de la chaussée d'une collectivité territoriale, on diminue l'empreinte carbone puisque, au final, on va dépenser la bonne quantité de notre matière au bon endroit, au bon moment, et rationaliser les travaux qui sont mis en œuvre sur le territoire, parfois même en conjugaison avec l'entretien des réseaux enterrés. Je ne vais pas revenir non plus sur l'éclairage public parce qu'on en a suffisamment parlé aujourd'hui et ça a fait écho à beaucoup de problématiques qu'on adresse. Je vais plutôt m'attarder sur, par exemple, la gestion de la qualité de l'air. En mettant des capteurs d'air sur les véhicules de La Poste, vous arrivez à appréhender de manière hyper locale les origines et les impacts de la pollution et à qualifier des territoires pour savoir où sont les lieux sur lesquels agir en priorité.
Ça permet d'accompagner aussi les écomobilités, puisque on fera du vélo, d'autant plus s'il y a une bonne qualité de l'air et inversement. Écomobilité qu'on peut accompagner avec la caméra que je mentionnais à l'instant, savoir où sont mes pistes cyclables, dans quel état elles sont, est-ce que j'ai des arceaux pour vélo pour stationner mes vélos, repérer les stationnements sauvages de vélo pour adapter l'offre de services associés sont aussi des éléments. On peut être amené à agir sur l'efficacité énergétique. Alors, pour faire le lien avec ce qui était dit sur les bâtiments, on est en train de développer des solutions pour construire une sorte de cadastre thermique du territoire. Vous mettez une caméra thermique à l'arrière d'un véhicule, vous filmez les abords de la chaussée à gauche et à droite. Alors là, l'objet n'est pas de faire un DPE ultra précis, mais d'arriver à qualifier sur un territoire où sont les zones sur lesquelles on peut agir en priorité. Puis dans des offres couplées avec la maison mère et qui vont aussi emmener de l'humain de l'autre côté de la chaîne, pas que dans la collecte, mais aussi dans le service. On a des solutions autour de la mise en œuvre de la loi AGEC sur l'anti-gaspillage, les biodéchets, connaître son territoire, savoir où agir, sensibiliser les citoyens, leur distribuer des bioseaux. On exploite la donnée cartographique finalement pour aller jusqu'au bout du geste derrière et puis apporter des solutions physiques. Idem sur la gestion de l'eau et le plan eau qui va être mis en œuvre prochainement. Autour de tout cela, notre plateforme de data visualisation cartographique, chacun des sujets que j'évoquais tout à l'heure permet de créer de la donnée. La plateforme, elle héberge des données en open data, les données de ROC 42, pourquoi pas, les données qui sont produites sur tout le territoire. Et le but, c'est de donner une vision à 360 et de conjuguer toutes ces données pour les faire parler, qu'elles fassent écho l'une à l'autre, pour les contextualiser. Il y a un exemple que je prends souvent sur le numérique, mais par exemple la mesure de couverture mobile. Savoir si on a une couverture à un endroit, c'est bien. Savoir si ça concerne 3 bovins ou 3 habitants, ça change un petit peu la manière de voir le sujet et la priorité des actions. Et donc, du coup, voilà, donc il y a une importance au fait de contextualiser la donnée, d'avoir un outil de DataVis qui soit mutualisé aussi, qui soit simple, accessible et qui permette de traiter la donnée de manière collaborative. Et je rejoins la notion de transversalité que j'évoquais tout à l'heure. Pouvoir collaborer autour de la donnée, autour d'une bonne compréhension de la donnée, de sa manipulation, c'est un enjeu essentiel. Puis enfin, pour conclure, je rebondis sur ce qui a été dit par Guy Clivat tout à l'heure, parce que je crois qu'il a résumé en une phrase un peu la philosophie de ce qu'on souhaite chez Geopti s'adresser dans le cadre de Ruralytique auprès des territoires ruraux. Quand il disait une data intelligente, digeste et accessible à l'élu qui doit aller vite, c'est exactement la proposition de valeur qu'on souhaite leur proposer. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Pour les droits d'auteur, tu verras directement avec Guy. Merci à tous les quatre. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite ajouter un mot avant que je clôture cette session et vous présente le programme de l'après-midi? La parole est libre. Peut-être je rajouterais que nous sommes à la recherche de nouveaux agents pour travailler sur ROC 42. Tous ceux que ce sujet intéresse, eh bien, sur notre stand, il y a l'offre d'emploi. Ciel 42 recrute. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être restée à mes côtés pendant 2h30. Merci infiniment. On vous applaudit et je vous rends votre liberté.